Merci Marianne, puis merci aux autres organisateurs pour l'organisation et l'invitation. Donc, tort et fraction, oui, je ne vais pas parler de café aujourd'hui, mais je vais parler de beigne. Donc, le tort, c'est la surface d'un beigne. On le dénote comme T2, qui est aussi le produit d'un cercle avec un cercle. Donc, pourquoi est-ce que c'est le produit d'un cercle avec un cercle? C'est que pour décrire la position d'un point sur la surface du tort, on a besoin de deux coordonnées. Donc, on peut dessiner des méridiens, puis des... comment on appelle ça? Des parallèles. Des méridiens puis des parallèles sur le tort. Donc, la position d'un point est complètement décrite par le méridien puis le parallèle, qui sont deux coordonnées angulaires qui vont prendre des valeurs entre 0 et 2π. Donc, ici, j'ai dessiné un point, puis le parallèle puis le méridien qui passe par ce point-là. Puis maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on vit sur une planète qui ressemble à un tort? Disons qu'on a une boussole, puis elle peut pointer vers le nord, disons, mais le nord, c'est juste dans la direction du méridien, disons. Donc, ça ne pointe pas vers un nord en particulier, mais c'est dans la direction du méridien. Donc, je prends ma boussole, puis là, je navigue sur la surface du tort, puis disons que je veux m'en aller dans la direction nord-est, puis je pars dans le nord-est, puis je continue toujours à aller dans le nord-est. Donc, je prends une direction nord-est dans cet exemple-là, puis je me promène. Donc, on appelle ça une trajectoire, le chemin que je vais tracer. Donc, une trajectoire, plus précisément, c'est un chemin sur la surface du tort qui se déplace à vitesse constante dans chacune des coordonnées angulaires. Donc, ma vitesse dans les méridiens, puis ma vitesse dans les parallèles, ma longitude puis ma latitude varient à vitesse constante. OK? Puis, une autre façon de le dire, c'est que je vais frapper les longitudes, les parallèles ou les méridiens à des angles fixes. OK? Puis on va dire que la trajectoire est fermée. Donc ici, j'ai dessiné le début d'une trajectoire. Elle va en dessous du tort, puis elle revient de l'autre côté. Elle va faire certaines spirales autour du tort, puis éventuellement, soit qu'elle va revenir à son point de départ ou pas. Puis si elle revient à son point de départ après un temps fini grand T, ça ne descend pas plus. On va peut-être perdre un peu des slides. Si après un certain temps, ça revient à son point de départ, on dit que c'est une trajectoire qui est fermée. OK? Puis, bon. Habituellement, si on est comme sur une autre surface plus bizarre, ça se pourrait qu'on revienne à notre point de départ, mais pas dans la même direction. Mais pour le tort, ça s'avère que si on revient à notre point de départ, on est toujours dans la même direction parce que la direction était constante. C'était le vecteur AB de dérivée de notre chemin. Puis là, à la place de dessiner des trajectoires sur la surface du tort, c'est difficile de faire ces dessins-là. Donc, on va se donner une autre représentation, un autre modèle. Je peux exprimer le tort comme étant une feuille de papier carrée avec les côtés opposés recollés entre eux. Donc, ce que je dis, c'est que si je prends un carré, puis je colle les côtés rouges ensemble, ça va me donner un cylindre. Puis ensuite, les bouts du cylindre sont coloriés en bleu. Je les recolle ensemble, ça fait la surface d'un tort. OK? Puis donc, voici une illustration, si vous n'arrivez pas à le visualiser. OK? Puis donc, maintenant qu'on a ça, on peut oublier le tort de révolution puis faire nos dessins là-dessus à la place. Puis là, ici, on a nos coordonnées angulaires. Disons, le premier angle, il va de 0 à 2π, puis le deuxième angle va de 0 à 2π. Puis je peux enlever la grille parce que maintenant, c'est facile de voir si un chemin se déplace à vitesse constante dans les coordonnées angulaires parce que c'est juste dire que ça va être une droite dans ces coordonnées-là. OK? Donc, étant donné une direction, nord-est, je trace la trajectoire. Mais maintenant, il faut se rappeler qu'on est sur le tort. Donc, quand je frappe ce côté-là, bien, ce côté-là, il est recollé à l'autre côté à gauche. Donc, la trajectoire va réapparaître de l'autre côté parce que c'est collé ensemble. Elle va réapparaître de l'autre côté, puis la direction, c'est la même. Donc, je vais juste prendre ce vecteur de direction-là, puis je le translate de l'autre côté, puis je continue dans la même direction. Donc, je continue, je frappe le côté en haut, je réapparais en bas, je continue, je frappe le côté droit encore, je réapparais à gauche, je frappe en haut, je réapparais en bas, je continue, je sors du côté gauche, puis là, boum, jackpot.
Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que les 4 coins du carré sont tous recollés ensemble. C'est le même point noir qu'il y avait sur notre tore initial parce que ça, c'est collé à ça par le côté rouge, ça, c'est collé à ça par le côté bleu, puis ensuite recollé à lui. OK, donc là, on est revenu à notre point de départ. OK, mais là, faire un dessin comme ça, c'est un peu mêlant. On passe d'un côté à l'autre, etc. Donc, essayons de le faire oups, ça a sauté ça. De le faire de façon différente. Donc, je redessine mon carré un peu plus petit. J'ai mon premier bout de trajectoire. Puis là, au lieu de réapparaître du côté gauche, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner une autre copie de mon même tore, donc un autre carré à côté, puis je vais continuer la trajectoire dans ce nouveau carré qui est juste une copie du même tore. Okay? Donc, je fais ma copie, je continue là, je fais une copie en haut, je continue là-dedans, une autre copie à côté, je continue, puis éventuellement, je frappe le point noir. OK? Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a juste une ligne droite dans le plan, puis on est capable de détecter si la trajectoire va se refermer sur le tore en voyant si la trajectoire frappe un point à coordonnées, un multiple entier de 2 pieds dans chacune des coordonnées. Puis en fait, pour simplifier les choses, on va se débarrasser des 2 pieds, on va juste appliquer une homothétie à toute l'image, puis on va mesurer nos angles entre 0 et 1 à la place. On va juste normaliser. Donc, si on fait ça, les coordonnées de nos sommets sont des entiers, puis la trajectoire va se refermer si et seulement si elle frappe un point avec les 2 coordonnées entières éventuellement. Okay? Donc, on vient de montrer un théorème. Une trajectoire va éventuellement se refermer si et seulement si, en fait, en tout cas, on va montrer un théorème disant si et seulement si sa pente est rationnelle. Donc, ce qu'on vient de dire, c'est que ça va se fermer si et seulement si elle frappe un entier éventuellement. Puis si elle frappe un entier, ça veut dire que sa coordonnée en Y, c'est un entier, sa coordonnée en X, c'est un entier, donc sa pente, c'est Y sur X, qui est un nombre rationnel. Donc ici, la coordonnée en Y, c'est 3, la coordonnée en X, c'est 4, la pente était de 3/4. Donc pour construire ça, je suis parti avec un vecteur tangent qui avait une pente de 3/4, j'avais comme prévu le coup, puis je savais que ça allait arriver éventuellement. OK? Donc, on a ça. J'ai déjà expliqué ça. Donc, pour démontrer ça, on applique une homothétie pour que les carrés soient à coordonnées entières. Puis, comme on a vu, ça va se refermer si et seulement si on frappe un sommet d'un carré qui est à coordonnées entières. Puis, dans ce cas-là, la pente va être rationnelle. Puis, la partie qu'on n'a pas expliquée, c'est le seulement si. Donc, si la pente est rationnelle, disons... Ah, puis là, j'ai fait une... Non, c'est ça. Je pense. Donc, si la pente est rationnelle, disons, écrivons notre rationnel comme Q sur P, où Q et P sont des entiers, bien alors, je peux considérer le point à coordonnées entières PQ, qui va être un point différent de l'origine dans Z2. Puis, donc, la droite de pente Q sur P passe par le point PQ, juste parce que la pente de PQ, de la droite par 0 et PQ est égale à Q sur P. OK? Donc, c'est un si et seulement si. Est-ce qu'il y a des questions? Okay. Donc, on vient de voir que une trajectoire va être fermée, éventuellement, si et seulement si, dans le fond, le chemin qu'on fait quand on met des copies du carré un à côté de l'autre, on appelle ça le développement de la trajectoire dans le plan. Okay? Puis donc, ça se referme si et seulement si le développement de la trajectoire dans le plan se termine à un point à coordonnées entières. Puis c'est vrai si et seulement si la pente va être rationnelle ou l'infini. Donc, j'ai négligé ça dans la diapositive précédente. Donc, si j'ai une droite verticale, la pente va être infinie. OK? Puis là, il y a quelques remarques que je veux faire là-dessus. Donc, notre trajectoire, c'était une courbe paramétrisée selon le temps. Puis, si je reparamétrise, disons, je la parcours à une vitesse différente, cette trajectoire-là, elle va quand même tracer la même chose, c'est juste le temps qu'on va parcourir va être différent. Puis, de la même façon, si je parcours ma trajectoire dans le sens inverse, si je renverse le temps, ben je vais parcourir la même trajectoire quand même, puis donc je peux décider que c'est des trajectoires équivalentes parce qu'ils ont la même image. Okay? Donc, par définition, une courbe, c'est une classe d'équivalence de trajectoires fermées où 2 trajectoires fermées sont considérées équivalentes s'ils sont une reparamétrisation l'une de l'autre.
OK? Donc, c'est un chemin sur le tort qui se referme, puis il n'y a pas de flèche, il n'y a pas de sens d'orientation, ni de vitesse le long de ce chemin-là. OK? Puis, l'autre remarque, c'est que notre trajectoire peut être fermée, mais passer plus qu'une fois sur elle-même. OK? Donc, si ça se termine en un entier M et N, puis que M et N sont tous deux divisibles par un entier D commun, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux diviser M et N par D, ça va me donner un autre point à coordonnées entières, puis maintenant, si je fais ce chemin-là D fois, je vais arriver à mon point MD. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est juste que je répète un certain nombre de fois D un chemin de longueur plus court. Donc, on se donne une définition. On va dire qu'une trajectoire fermée ou une courbe est primitive si elle ne fait pas ça, si ce n'est pas un multiple d'une trajectoire fermée plus simple. Okay? Donc, elle ne repasse pas deux fois par le même point, sauf au début et à la fin. Puis, donc, par ce paragraphe-là, c'est la même chose que dire qu'il n'y a pas de diviseur commun à M et N. Donc, M et N sont copremiers. Puis, dans ce cas-là, on dit que le vecteur M et N est un vecteur primitif. OK? Excusez, c'est bas sur la diapositive. Par ce raisonnement-là, qu'est-ce qu'on a? C'est que les courbes primitives sur le tore sont... Donc, en haut, c'était des si et seulement si, puis en bas, c'est maintenant des bijections. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, les courbes primitives sur le tore sont en bijection avec les vecteurs primitifs dans Z2, à coordonnées entières, à une équivalence près, dans le sens que si je prends un vecteur puis son négatif, V et V-, ça représente la même courbe parce que c'est juste la même trajectoire qui est parcourue dans deux sens opposés. Okay? Puis on a aussi que ça, c'est en bijection avec les rationnels union l'infini. Parce que, puis c'est quoi la bijection? C'est que je prends mon point à coordonnées primitives, puis je prends la pente de ce point-là, N sur M, ça me donne un rationnel ou l'infini. Puis vice-versa, si j'ai une fraction, bien, je peux l'écrire comme une fraction réduite, puis donc ça va me donner un vecteur primitif. Puis dans le fond, la fraction réduite est unique à multiplication du numérateur et dénominateur par moins 1. OK? Ça va? Puis, donc maintenant, on peut se poser des questions sur les trajectoires. Puis là, il y a différentes façons qu'on peut approcher ou on peut regarder ces questions-là de différents points de vue. Donc, soit qu'on y pense sur le tore, soit qu'on y pense en termes de fractions ou en termes de points à coordonnées, de vecteurs primitifs dans Z2. Puis donc, voici une question qu'on peut se poser. Combien il y a de courbes de longueur O plus L sur le tore avec la définition qu'on s'est donnée. Puis on parle là de courbes qui passent par un point fixe qu'on s'est donné au début. Toutes nos courbes partent de la même origine, disons, ou du même coin du carré. Okay, donc, combien est-ce qu'il y a de courbes de longueur O plus L quand L tend vers l'infini? Puis maintenant, on peut poser aussi la même question pour les courbes primitives, mais c'est plus difficile. Donc, est-ce que vous voudriez faire un guess? Oui? Un nombre dénombrable? Bien, pour n'importe quel L fixé, il y en a un nombre fini, puis quand L va tendre vers l'infini, il y en a un nombre dénombrable parce que Z2 est dénombrable, puis le sous-ensemble de vecteurs primitifs est aussi dénombrable. C'est vrai, mais là, je veux juste compter combien il y en a jusqu'à L, puis savoir combien ça se comporte. Est-ce que ça croît de façon exponentielle, polynomiale? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Donc, je vais vous donner un indice. Donc, c'est quoi la longueur d'une courbe? Ça va être juste la longueur de son développement dans le plan, qui est la longueur du vecteur à coordonnées entières qu'il représente. Okay? Puis donc, si je m'intéresse aux courbes de longueur L, je veux savoir c'est quoi le nombre de vecteurs à coordonnées entières dont la longueur est plus petite ou égale à L. Donc, c'est le nombre de points qui sont dans un cercle de rayon L centré en l'origine. Combien il y a de points dans un cercle de rayon L? Est-ce qu'il y a du monde qui sont dans mon cours d'analyse appliquée ici? Oui? Bien, ça va s'approcher de l'aire de ça. Exactement. Donc, ce qui se passe, c'est
on a des carrés, on voit des carrés, puis le nombre de points qu'il y a dans le cercle est à peu près le nombre de carrés. Disons, à chaque point, je peux regarder le carré qui est en haut à droite du point. Donc, le nombre de points est approximativement égal au nombre de carrés. Puis le nombre de carrés, bien, c'est l'air. Puis, dans le fond, il y a un peu d'imprécision parce que c'est pas vrai le long du bord du cercle, qu'il y a des carrés qui dépassent ou c'est ça. OK? Donc, la réponse, c'est que le nombre de trajectoires fermées est à peu près pi fois L carré. Donc, c'est asymptotique à ça, dans le sens que si je divise par ça, ça va tendre vers 1. Puis, on peut se poser des questions plus précises maintenant, à savoir c'est quoi le terme d'erreur. Donc, ça se comporte comme ça, plus une erreur. Puis, savoir c'est quoi précisément le comportement de l'erreur, c'est un problème qui est encore ouvert, c'est le problème du cercle de Gauss. Donc, on ne sait pas c'est quoi comme l'exposant L de l'erreur. Puis maintenant, donc il y avait le problème que les trajectoires fermées, il y avait une orientation, puis les courbes, c'est les trajectoires fermées sans orientation. On oublie l'orientation, donc on doit diviser par 2 quand on passe des trajectoires aux courbes. Donc c'est pour ça qu'il y a c'est un pi sur 2 pour ça. Puis maintenant, la prochaine question, pour les courbes primitives, donc il y a un slogan ou une heuristique, c'est que la probabilité que 2 entiers m et n choisis au hasard soient copremiers entre eux est égale à 6 sur pi carré, qui est 1 sur la fonction zeta évaluée en 2. Puis, bon, c'est un petit peu difficile de rendre ça précis. En tout cas, la formulation n'est pas tout à fait précise, mais c'est plus si je prends comme des boîtes d'entiers de plus en plus grandes, parce que il n'y a pas de probabilité uniforme sur les entiers croix les entiers, mais je peux prendre la probabilité uniforme sur une grande boîte d'entiers, dire que chaque paire a la même probabilité égale. Puis maintenant, je fais tendre ma boîte vers l'infini, puis la limite de la probabilité qu'un vecteur soit primitif dans une boîte comme ça est égal à 6 sur pi carré. Puis donc, ce qui fait que la proportion des points là-dedans qui sont primitifs, c'est 6 sur pi carré. Donc, je multiplie la réponse précédente par 6 sur pi carré, puis j'arrive à ces expressions-là. Okay? Donc, le nombre de trajectoires primitives est asymptotique à 6 sur pi, L carré, puis de courbes primitives, la moitié de ça. OK. Une autre question qu'on peut se poser sur les trajectoires sur le tore, trajectoires ou les courbes. Donc, disons que j'ai 2 courbes sur le tore, combien de fois est-ce qu'elles s'intersectent? Donc, mes courbes peuvent être, ici, quand j'écris ça, alpha, ça représente une courbe que je peux représenter par un vecteur primitif à coordonnées entières A et B. Donc, c'est ça que je veux dire par cette notation-là. Le AB, c'est le point terminal de son développement dans le plan. Même chose pour bêta, disons qu'il est représenté par un vecteur CD. Est-ce que je peux donner une formule explicite? Est-ce que je peux calculer le nombre de fois que alpha et bêta s'intersectent en termes de ces vecteurs-là, de ces coordonnées-là? Donc, faisons, on va dénoter ce nombre d'intersections-là par I alpha bêta. Faisons un cas particulier pour se réchauffer. Donc, supposons que la première courbe primitive est représentée par le vecteur 1, 0. Puis on ne le voit pas sur le... En tout cas, c'est le vecteur qui est ici. On voit la moitié de la flèche. Pardon. OK. C'est mieux si je fais ça. Donc, on a le vecteur 1, 0, puis disons je prends un autre vecteur bêta CD arbitraire, puis là, je veux savoir combien de fois ils s'intersectent sur le tore. Donc, dans le plan, leur développement, ils ne s'intersectent pas, mais il faut se rappeler que tous ces carrés-là, c'est la même chose, ils représentent tous mon tore. Donc, ma courbe alpha qui est là, je vois des copies de la même courbe partout. Puis donc, la courbe alpha est là aussi, et là aussi, et là aussi. Donc, à chaque fois que ça intersecte une droite bleue, les 2 courbes s'intersectent. Donc, le nombre d'intersections, c'est exactement le nombre de fois que le vecteur bêta intersecte des droites horizontales bleues. Moins 1 parce que le point de départ en bas puis le point en haut sont les mêmes points. Donc, on ne veut pas compter cette intersection-là 2 fois. Puis donc, c'est quoi le nombre de droites que ça intersecte? Bien, c'est exactement la valeur absolue de la coordonnée en Y de cette chose-là, donc la valeur absolue de D. Okay? Donc, le nombre d'intersections pour ce cas particulier-là va être égal à la valeur absolue de D. OK? Puis maintenant, on peut faire le cas général
avec ça. Donc, si j'ai deux vecteurs arbitraires, alors le nombre d'intersections va être donné par la valeur absolue de AD moins BC, ou la valeur absolue du déterminant de la matrice dont les vecteurs sont AB et CD. OK? Fait qu'on va démontrer ça. Puis pour ça, on a besoin du théorème de Bézout, qui dit que si j'ai deux nombres coprimiers, alors il existe, je peux résoudre cette équation-là avec d'autres entiers coprimiers x et y. Okay? Donc, prenons ça pour acquis pour démontrer le théorème. Donc, je pars avec mes deux vecteurs primitifs alpha et bêta. Par Bézout, il existe une solution à cette équation-là. Puis là, je vais former la matrice 2 par 2 suivante avec vecteur AB puis moins YX. Donc, le déterminant, c'est AX moins BY. Donc, AX plus BY qui est égal à 1. C'est une matrice de déterminant 1. Puis maintenant, si je calcule son inverse, c'est 1 sur le déterminant fois la matrice des cofacteurs. 1 sur le déterminant est égal à 1. La matrice des cofacteurs est égale à ça. Puis là, ça donne que c'est une matrice à entrée entière à cause que la matrice de départ était en entrée entière. OK, donc quand j'applique cette matrice-là au vecteur bêta, ça va me donner un vecteur à coordonnées entières, encore une fois. Puis l'avantage de cette matrice-là, c'est que ça envoie son inverse, ça envoie le vecteur alpha sur le vecteur 1, 0, parce que cette matrice-là envoyait 1, 0 sur AB. OK, donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de se ramener au problème précédent. On a fait un changement de coordonnées. On avait deux courbes arbitraires, puis j'ai ramené la première courbe à 1, 0, puis l'autre courbe est envoyée sur quelque chose d'autre. Peu importe c'est quoi. Mais ce qui est important, c'est que les matrices sont à entrée entière, donc ils envoient Z2 sur Z2. Puis aussi, c'est une transformation linéaire, donc ça envoie les droites parallèles vers des droites parallèles. Puis le même argument que tantôt s'applique dans le cas général. Donc, si j'ai deux courbes alpha et bêta, le nombre d'intersections entre elles, ça va être le nombre de fois que la courbe bêta intersecte des droites qui sont parallèles au vecteur alpha puis qui passent par des points à coordonnées entières, par le même argument. OK, donc je fais juste prendre cette image-là, puis je la transforme par la matrice inverse, puis là, j'écris cette équation-là. Donc, le nombre d'intersections, la matrice A inverse ne change pas le nombre d'intersections, donc je l'applique à alpha et bêta. Puis ensuite, le premier vecteur est devenu le vecteur 1, 0, puis ce cas-là, on l'a déjà réglé précédemment. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que notre formule ici, elle marche dans le cas où le premier vecteur est égal à 1, 0, parce que si A est égal à 1 puis B est égal à 0, bien ça donne juste D, ça donne 0, puis j'obtiens la valeur absolue de D comme tantôt. Donc, dans ce cas-là, la formule fonctionne, puis donc j'ai que qu'est-ce que j'ai écrit? C'est cette égalité-là. Donc, par ce cas-là, par le cas spécial, cette égalité-là est vraie. Puis ensuite, j'ai le déterminant de la matrice A inverse appliqué à chacun des vecteurs. Donc, je peux juste sortir la matrice A inverse. Le déterminant est multiplicatif. Puis le déterminant de A est égal à 1. Donc, ça me donne le déterminant et ça prouve la formule. OK? Donc là-dedans, on a utilisé une matrice qui était à coordonnée à entrée entière puis de déterminant égal à 1. Il y a un nom pour ça s'appelle SL2 de Z. C'est groupe spécial linéaire. Puis ça forme un groupe, dans le sens si j'ai une matrice là-dedans, son inverse est aussi là-dedans, par le même argument que tantôt. Puis aussi, ça envoie les Z2 sur Z2 puis les vecteurs primitifs sur eux-mêmes. Mais l'autre chose qui se passe aussi, c'est que ça donne des transformations sur le tore également. Donc, on les voit comme des applications du plan vers lui-même, mais disons que si je pars avec un carré qui représente mon tore, puis j'applique une matrice à ça, ça va donner un parallélogramme, mais ce parallélogramme-là, je peux le redécouper en petits morceaux puis les remettre à l'intérieur de mon carré initial. Puis donc, ça me donne une transformation du tore vers lui-même. C'est pas évident comme ça parce que je fais
des découpages, mais c'est une transformation qui va être continue sur le tore lui-même. Puis ça, c'est un exemple particulier de matrice 2, 1, 1, 1, qui s'appelle la transformation chat de Arnold. Puis la raison pour laquelle ça s'appelle transformation chat, c'est que quand il l'a illustré dans un livre, il a mis une photo d'un chat pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis donc, il s'intéressait à la dynamique de qu'est-ce qui se fait si j'applique cette transformation-là du tore plusieurs fois. Puis donc, ça va faire des choses un petit peu chaotiques. Si on veut, ça va mélanger le tore, puis le chat, il va être vraiment étiré puis massacré. OK. Continuons. Donc, on a notre SL2 de Z. Puis, au cours de la preuve, quand on a fait la démonstration de la formule pour le nombre d'intersections, on a montré que n'importe quel vecteur primitif alpha AB, on l'a transformé en le vecteur 1, 0, qui est notre vecteur préféré, si on veut. Donc, une façon de dire ça, c'est que SL2Z agit de façon transitive sur les vecteurs primitifs. Donc, transitif, ça veut dire que je peux envoyer n'importe quel élément sur n'importe quel autre. Ça mélange tout, si on veut. Puis pourquoi c'est vrai? Parce que si j'ai un vecteur primitif, je peux le ramener sur 1, 0, puis ensuite j'ai un autre vecteur primitif, je peux le ramener sur 1, 0, donc je peux passer de un à l'autre par cet intermédiaire-là. OK? Puis maintenant, qu'est-ce qui arrive aux pentes? Donc on a vu qu'on pouvait aussi encoder les vecteurs primitifs, les classes d'équivalence de vecteurs primitifs par leur pente, ou 1 sur leur pente si on préfère. Puis c'est plus pratique d'utiliser 1 sur leur pente ici. Donc, si j'ai un vecteur primitif xy, puis j'agis par une matrice ABCD là-dessus, le vecteur image, c'est AX plus BY, c'est X plus DY. Puis donc, je peux calculer directement la pente. Donc, la pente réciproque, c'est x sur y, puis ensuite l'inverse de la pente ici, ça va être encore la coordonnée en x divisée par la coordonnée en y, donc ce ratio-là, puis ensuite je divise tout le monde par y, ça donne cette chose-là. Puis donc ça, c'est une fonction de la pente réciproque xy, la fonction qui associe cette chose-là. Puis cette formule-là, c'est ce qu'on appelle une transformation de Mobius. OK? Puis à la place de x sur y, je peux mettre n'importe quel nombre complexe là-dedans, puis ça a du sens. Je peux diviser deux nombres complexes, ça a du sens. Il y a juste un léger problème, ça se peut que le dénominateur soit égal à 0, puis dans ce cas-là, on dit que l'image va être égale au symbole l'infini. OK? On rajoute un symbole, c'est l'infini. OK. Puis aussi, qu'est-ce qu'elle a de particulier ici, cette chose-là, c'est que tous les A, B, C, D, c'est des nombres réels. Donc, en particulier, si je mets un nombre réel là-dedans, le ratio va être réel. Donc, ça envoie la droite réelle, union l'infini, sur la droite réelle, union l'infini. Puis, ça envoie aussi les demi-plans qui sont de part et d'autre la droite réelle sur eux-mêmes. Donc, ça envoie le demi-plan supérieur sur lui-même. Donc, le plan où les coordonnées en Y sont positives. OK, puis une autre notation, c'est que la transformation de Mobius FA induite par une matrice A, l'ensemble de toutes les transformations de Mobius, on dénote ça comme PSL 2Z. Le P, c'est à cause qu'on projectivise, on prend un quotient de choses. OK. Donc, le demi-plan supérieur H, c'est un modèle pour quelque chose qui s'appelle la géométrie hyperbolique, le plan hyperbolique. Donc, l'ensemble des points, c'est juste les points dans le plan à coordonnées Y positives. Puis maintenant, on peut définir une nouvelle distance bizarre entre les points là-dessus, qui est définie par la formule à droite. Donc, il n'y a pas vraiment de motivation, mais ça définit les axiomes d'une distance, ça satisfait l'inégalité triangulaire, c'est symétrique, etc. Puis donc, juste revenir avant. Maintenant, si on se demande c'est quoi le chemin le plus court entre deux points par rapport à cette distance-là, ça va être décrit par soit des arcs de cercle qui sont centrés le long de la droite réelle ou des droites verticales comme ça. C'est ce qu'on appelle l'équivalent des droites dans cette chose-là, ou on appelle ça souvent des géodésiques. OK? Puis juste pour avoir une idée donner une idée de comment c'est comme un modèle
Comment ça se passerait si on vivait dans le plan hyperbolique? On veut donner un modèle physique qui dit disons qu'on a un être qui vit dans le plan hyperbolique, puis il y a une loi physique qui fait que la taille d'un objet diminue de façon proportionnelle à la distance à l'axe réel. Donc, si j'essaie de m'approcher de l'axe réel, je vais diminuer en taille, puis donc j'arriverai jamais à atteindre l'axe réel. Donc, c'est un peu comme le paradoxe de Zeno. Puis donc, la fourmi marche, puis ça va lui prendre un temps infini avant d'arriver à l'axe réel. OK. Puis l'autre remarque, c'est que si vous acceptez que les droites sont données par les courbes que j'ai dit, si je prends n'importe quel 2 points dans R union l'infini, il va exister une unique droite qui va tendre vers ces 2 points-là dans une extrémité ou l'autre. Donc, si je prends 2 points sur la droite réelle, bien, il y a un demi-cercle qui passe par ces 2 points-là. Son centre, ça va être la moyenne des 2 points, le point milieu. Puis si un des 2 points est égal à l'infini, bien, ça va être la droite verticale. Donc, les droites verticales tendent vers le symbole l'infini, okay? Par convention, si on veut. OK. Maintenant, si j'ai une matrice dans SL2Z en entrée entière, j'ai une transformation de Mobius correspondante, puis comme j'ai dit, ça envoie le demi-plan supérieur sur lui-même. Puis en fait, on peut calculer que ça va préserver les distances hyperboliques. Puis en particulier, ça va envoyer les droites, les chemins les plus courts vers des chemins les plus courts entre 2 points. Donc les droites hyperboliques sur des droites hyperboliques. OK? Ah, puis là, il va nous manquer une partie de la slide. En tout cas. Donc, c'est quoi des exemples de matrices qui sont dans SL2Z? La matrice 1n01, ça a des entrées entières si n est un entier, puis son déterminant est égal à 1. Okay, donc, c'est là-dedans. La transformation de Mobius correspondante, c'est le ratio, c'est AZ plus B sur CZ plus D, qui donne juste Z plus N dans ce cas-là. Donc, ces matrices-là correspondent à juste des translations horizontales par des entiers. Donc, les translations horizontales par des entiers sont des isométries, préservent les distances dans le plan hyperbolique. OK? Puis là, ici, désolé pour ça. La matrice 0, moins 1, 1, 0, son déterminant est aussi égal à 1. Puis la transformation correspondante, c'est moins 1 sur Z, qu'on peut voir comme la composition d'une inversion dans le cercle unité, donc comme une réflexion dans un cercle, suivie d'une réflexion dans l'axe imaginaire comme ça. Une autre façon de l'exprimer aussi, c'est que si je mets le point I là-dedans, la racine carrée de moins 1, ça va être un point fixe de cette chose-là. Il est envoyé sur lui-même. Puis cette transformation-là, dans le plan hyperbolique, ça agit comme une rotation d'angle pi autour du point I. Okay? Donc, juste 2 exemples de choses que ça peut faire. Puis maintenant, je vais introduire un autre objet. Donc, OK, on a parlé de tore, de fractions. Les fractions encodent les courbes sur le tore. Puis là, maintenant, je vais construire un objet combinatoire basé sur les courbes sur le tore. Donc, je vais construire un graphe qui s'appelle le graphe de Ferré. Je vais l'appeler F. Les sommets du graphe, il y a un nombre infini de sommets, c'est tous les points rationnels ou l'infini. Okay? Ou si vous préférez, c'est l'ensemble des courbes sur le tore, parce qu'on a vu que ces choses-là étaient en bijection. Okay? Des courbes primitives, pardon. Puis maintenant, je dois décider d'une règle qui va dire quand est-ce que 2 sommets sont reliés entre eux par une arête. Puis la règle que je vais imposer, c'est que 2 courbes sont reliées par une arête si et seulement si elles s'intersectent sur le tore exactement une fois. OK? Donc, l'avantage de la raison pour laquelle j'ai parlé de géométrie hyperbolique, puis de tout ça, puis de transformation de Mobius, c'est qu'on peut, c'est plus facile de visualiser les courbes comme étant juste l'ensemble des rationnels union l'infini. Donc, je peux le dessiner sur la droite réelle, tandis que l'ensemble de toutes les courbes sur le tore, c'est comme, difficile à dessiner, disons. OK? Puis maintenant, je peux aussi dessiner les arêtes. Donc, si j'ai 2 points dans les rationnels union l'infini, si je veux dessiner l'arête correspondante, je vais juste dessiner la géodésique ou la droite hyperbolique qui se limite en ces 2 points-là, le long de la droite réelle. Okay? Donc, on a vu dans la diapositive précédente que pour n'importe quel 2 points distincts, il existe une géodésique. Fait que je vais juste dessiner les géodésiques qui relient les fractions
dont le nombre d'intersections de courbes correspondant est égal à 1. Donc, à quoi est-ce qu'il ressemble ce graphe-là? Donc, juste un rappel qu'on a une caractérisation en termes des coordonnées de quand est-ce que du nombre d'intersections qui était la valeur absolue du déterminant. Donc là, on veut que la valeur absolue du déterminant donnée par deux fractions ou deux vecteurs primitifs soit égale à 1. Donc, si je prends les fractions 0, 1 sur 0, qui correspondent au vecteur 1, 0, 0, 1, comme ça, ces deux courbes-là, ils s'intersectent exactement une fois au coin du tore. Donc, ces deux points-là ils satisfont la formule, si vous préférez. Le déterminant de cette matrice-là est égal à 1, donc ils sont reliés par une arête. Puis les points que ça donne, 0 sur 1, c'est 0, puis 1 sur 0, c'est le point à l'infini. Donc, j'ai une arête entre 0 et l'infini. Puis maintenant, une fois que j'ai trouvé une arête, bien, on a vu que les matrices dans SL2Z préservent le nombre d'intersections. Je ne change pas le nombre d'intersections. Fait que si j'ai deux courbes qui s'intersectent une seule fois, je peux appliquer n'importe quelle matrice dans SL2Z, puis ça va me donner deux courbes qui s'intersectent juste une fois. Okay? Puis donc, dans cette image-là, ce que j'applique à la place de la matrice, c'est la transformation de Mobius correspondante. Donc, je pars avec ma première arête. Je peux agir par les transformations de Mobius Z plus N, les translations par des entiers. Ça préserve le nombre d'intersections. Donc, toutes ces arêtes-là sont dans le graphe aussi. Maintenant, je peux appliquer d'autres transformations, comme la transformation de tantôt, moins 1 sur Z. Donc, si je prends l'image de la droite verticale par 1 et l'infini par moins 1 sur Z, pour calculer son image, ça va être juste la droite qui passe par les deux images des deux bouts. Donc, 1 est envoyé sur moins 1 par ça, puis l'infini est envoyé sur 0. Donc, ça va me donner la géodésique qui va de 0 jusqu'à moins 1. Donc, l'image de ça, c'est cette courbe-là. Puis l'image par là, moins 1 sur 2, ça va à moins 1,5. Encore une fois, l'infini va à 0. Donc, l'image de ça est ça ici. OK? Puis, en fait, je peux appliquer ça à n'importe quelle droite verticale que j'avais avant. Donc, je vais avoir un nombre infini de cercles qui vont tendre vers les moins 1 sur n ici. OK? Puis ensuite, je peux itérer cette chose-là. Donc, si on vient à mes petits cercles-là, je peux aussi appliquer les translations partout, puis ensuite, je répète, je compose une avec l'autre, puis ça va donner quelque chose qui ressemble à ça. Je ne les ai pas tous dessinés, il y en a un nombre infini. Puis il y a aussi une autre représentation. Donc, il existe une transformation du demi-plan supérieur vers le disque unité qui va préserver qui va envoyer les droites ou courbes sur des droites ou cercles sur des droites ou cercles dans le disque aussi. Donc ça, c'est une autre image de notre graphe de Ferré. Donc c'est un graphe infini, un nombre infini d'arêtes, un nombre infini de sommets. OK. Donc essayons de dire plus de choses à propos de ce graphe-là. Donc on a déjà vu que les matrices dans SL2Z agissent de façon transitive sur les vecteurs primitifs. Je peux envoyer n'importe quel vecteur sur n'importe quel autre. Puis en fait, on peut dire plus. Ça agit transitivement sur les arêtes. Donc, je veux dire, il y a deux formulations. Les matrices agissent transitivement sur les paires de vecteurs primitifs dont le déterminant est égal à 1. Puis maintenant, si je regarde à la place des vecteurs, je regarde leur pente, puis à la place de la matrice, je prends la transformation de Mobius correspondante. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que les transformations de Mobius agissent de façon transitive sur les arêtes du graphe de Cayley, parce que une arête correspond précisément à deux vecteurs primitifs dont la valeur absolue du déterminant est égale à 1, ce qui encodait le nombre d'intersections. Donc ici, il y a une petite subtilité, c'est que oui, ici, je n'ai pas mis de valeur absolue parce que le résultat est faux si je mets la valeur absolue. Mais si j'interchange deux vecteurs dans deux colonnes d'une matrice, ça va multiplier le déterminant par moins 1. Donc, dans un certain sens, il suffit de le faire pour déterminant est égal à 1, puis ensuite de montrer qu'on peut interchanger deux vecteurs à l'aide d'une transformation de Mobius. Donc, démontrons le théorème. Donc, on a déjà vu qu'on peut transformer le premier vecteur alpha sur le vecteur 1, 0, qui était notre vecteur préféré, par une certaine matrice. Okay? Puis ensuite, on veut transformer le deuxième vecteur en notre vecteur préféré, si on veut. Donc, quand j'envoie alpha sur 1, 0, le déterminant il est préservé parce que
A est une matrice de déterminant 1, ou si vous préférez, le nombre d'intersections préservé. Puis le déterminant de la matrice formée par deux vecteurs, c'est précisément l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs-là. Donc, je dois avoir un parallélogramme entre les deux vecteurs qui est un d'aire égale à 1, mais je connais sa base, qui est juste le vecteur 1, 0. Donc, la hauteur de mon parallélogramme doit être égale à 1. Ce qui veut dire que le deuxième vecteur, il est sur la droite horizontale à coordonnées y égale à 1. Donc, mon vecteur A bêta est égal à n,1 pour un certain entier n. Okay? Puis là, maintenant, je veux transformer ce vecteur-là en mon vecteur préféré. Je vais appliquer la matrice B donnée comme suit. Cette matrice-là est dans SL2 de Z, c'est des entrées entières, puis son déterminant est égal à 1. Puis quand je fais ça, ça ne change pas mon premier vecteur, ça l'envoie sur lui-même, puis le deuxième vecteur, il est envoyé sur mon deuxième vecteur préféré, 0, 1. Okay? Donc, j'ai pris n'importe quelle paire, puis je l'ai envoyé sur ma paire préférée, 1, 0, 0, 1. Puis donc, si j'ai deux paires de vecteurs primitifs qui s'intersectent une fois, je peux les ramener à ma paire préférée puis passer par ça comme intermédiaire. Donc, je peux transformer n'importe quelle paire vers n'importe quelle autre paire si leur déterminant est égal à 1. Puis le commentaire de tantôt, c'est que dans SL2Z, je ne peux pas interchanger deux vecteurs, mais après avoir pris le ratio, je peux. Puis dans le fond, c'est une question de changer l'orientation. Puis bref, si j'applique la transformation de Mobius moins 1 sur Z, ça interchange les 0 et l'infini, donc ça interchange les deux vecteurs dans ma paire préférée, donc je peux aussi interchanger les vecteurs de n'importe quelle paire d'intersection 1. Okay. Donc, une autre chose de plus qu'on peut dire à partir du graphe de Ferré, donc vous l'avez déjà vu dans la visualisation, c'est qu'il y a plein de triangles partout. Ils sortent de où ces triangles-là? Comment ils sont formés? Est-ce qu'on peut les expliquer? Ils se forment à l'aide de cette règle-là. Donc, cette règle-là dit que si j'ai deux fractions, A sur B puis C sur D, qui sont reliées par une arête, alors je peux former deux nouvelles arêtes à partir de ça. Donc, je peux former la fraction A plus C sur B sur D, puis les arêtes, ça forme deux nouvelles arêtes entre les sommets précédents et ce nouveau sommet-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est vrai? C'est juste un calcul. Donc, notre définition, c'est-à-dire que quelque chose est une arête, c'est seulement si le déterminant AD moins BC est de valeur absolue égale à 1, donc est égal à plus ou moins 1. Donc, je fais juste calculer le déterminant de ces choses-là, puis les choses s'annulent. Le AB ici s'annule avec le AB ici, puis ça me donne le déterminant devant qui est égal à plus ou moins 1. Puis même chose ici, le A, qu'est-ce qui s'annule? Le CD s'annule avec le CD ici, puis j'obtiens le même déterminant qu'avant. OK? Puis cette nouvelle fraction-là, elle a un nom, c'est la médiante de A sur B et C sur D. Donc c'est juste comme la façon naïve d'additionner des fractions qui est incorrecte. Donc j'additionne les numérateurs puis les dénominateurs séparément, puis je forme une nouvelle fraction. Donc c'est pas ça la somme de deux fractions, mais on appelle ça une somme spéciale entre les deux fractions. Donc quelques exemples. Donc je peux partir avec mes fractions 0 sur 1, 1 sur 0 qui forment une arête dans mon graphe de Ferré. Je les additionne, je fais la somme de Ferré entre les deux fractions, ça donne 1 sur 1. Puis ensuite, je peux prendre je peux répéter le processus. Je prends les sommes de Ferré entre la nouvelle fraction et les anciennes fractions. Donc 0 sur 1 avec cette nouvelle fraction-là, ça donne 1 sur 2. 0 sur 1 avec cette nouvelle fraction-là, ça donne 1 sur 3, etc. Puis donc, ça ici, ça donne ce processus-là d'additionner les nouvelles fractions avec toutes les anciennes fractions avec cette somme spéciale-là. C'est une façon, ça s'appelle la suite de Ferré, ça génère tous les nombres rationnels entre 0 et 1. OK, c'est les fractions de Ferré. OK, puis dernière diapositive qui va parler de travaux de recherche en cours. Donc, une autre question qu'on peut se poser si on s'intéresse aux courbes sur le tore. Donc, on fait la définition suivante. On dit qu'un K-système de courbes sur le tore, c'est une collection de courbes primitives dont n'importe quelle deux courbes dans la collection s'intersectent au plus K fois.
Donc, jusqu'à présent, on s'intéressait surtout aux courbes qui s'intersectaient juste une fois, mais on peut permettre plus d'intersections puis se demander qu'est-ce qui se passe. OK? Puis là, une question naturelle, c'est savoir c'est quoi le plus grand système, K-système qu'on peut former? C'est quoi la cardinalité maximale d'un K-système? Donc, quelques cas particuliers. Si K est égal à 0, je veux une collection de courbes qui ne s'intersectent pas les unes des autres, mais si je choisis une courbe primitive sur le tore, bien, il n'existe pas d'autres courbes qui ne l'intersectent pas, parce que quand je découpe le long de ma courbe, ça me donne un cylindre, puis là, il n'y a plus d'autres choses qui passent par le même point. De toute façon, je choisissais toutes mes courbes qui passaient toutes par le même point, donc toutes deux courbes s'intersectent. Fait que un zéro système est de cardinalité au plus 1. Maintenant, pour K égale à 1, on peut montrer qu'un K-système maximal est de cardinalité 3. Donc, un exemple particulier, c'est si je prends les vecteurs 1, 0, 0, 1, puis 1, 1. Toutes paires s'intersectent juste une fois, donc ça me donne un système avec 3 éléments. Puis en fait, on peut utiliser la démonstration qu'on avait dans la diapositive précédente pour le démontrer. Donc, si j'ai un système, prenons 2 éléments dans mon un système, je peux les ramener vers 1, 0 et 0, 1 par mon résultat précédent, par une matrice dans SL2Z. Puis là, il me reste à savoir combien de vecteurs je peux rajouter à cette collection de deux choses-là. Puis donc, pour avoir que les intersections sont égales à 1, ça limite le troisième vecteur à être soit 1, 1, soit 1, moins 1, ou les négatifs. Mais si j'ajoutais ces deux choses-là, il y aurait ces deux vecteurs-là, 1, 1 et 1, moins 1, s'intersectent 2 fois sur le tore. Okay? Donc, ça ne formerait pas un système, puis le plus qu'on peut faire, c'est 3. Puis là, maintenant, je pense que ça s'arrête là pour les formules exactes. Puis la question, c'est comment est-ce que ça se comporte, cet invariant-là, quand je laisse le nombre d'intersections tendre vers l'infini. Donc, K tend vers l'infini, combien est-ce que je peux mettre de courbes? Donc, un résultat de Aougab-Gaster dit une majoration là-dessus, c'est que c'est borné par K plus une constante fois K log K. OK? Puis, en collaboration avec Jonah Gaster, on va démontrer qu'il existe, en fait, on montre une meilleure inégalité que ça. Donc, ça ici, c'est un peu le terme d'erreur. Combien de plus que K on peut mettre? Puis, en fait, ici, on va montrer que juste un nombre fini qu'on peut dépasser de K. Donc, il existe juste un nombre fini de K tel que le n de K est strictement plus grand que n plus 5. Puis, cette inégalité-là est optimale. Il existe il existe un nombre fini d'entiers K tel que je peux mettre K plus 6 courbes qui s'intersectent au plus K fois. Donc, il y a des exemples de ça concrets. Puis, il y a aussi une suite infinie d'entiers K tel que je peux faire K plus 5. Donc, le résultat est vraiment optimal. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci.